Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier, l'atelier nommé Comment et pourquoi monter une chaire, qui sera animé par Nathalie Borel, vice-présidente de l'Institut Imagine, et de Aline de Salinel, directrice des partenariats entreprises à l'ESSEC. Un temps d'échange est prévu à la fin de la session, donc vous pourrez vous poser vos questions. Je vous invite à les noter durant la session pour pouvoir les partager en fin de session, et également à évaluer la session à la fin sur Swapcard. Je vous souhaite à tous une très bonne session. Alors, bonjour à tous. On va peut-être se présenter un petit peu et puis après vous présenter le sommaire de cette session qui se veut très interactive. On aura le temps effectivement d'interagir et d'échanger ensemble. Moi, c'est Nathalie Borel. Je suis responsable des chaires mécénales à l'Institut Imagine depuis à peu près plus de 2 ans et demi. L'Institut Imagine, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le leader européen de recherche médicale sur les maladies génétiques. On est situé sur le campus de l'hôpital Necker. C'est un lieu assez incroyable, un lieu unique où se rassemblent 1000 chercheurs, médecins-chercheurs autour des familles et des patients. Et on cherche effectivement à diagnostiquer, à comprendre les maladies génétiques. Et pour ceux qui ne connaissent pas non plus les maladies génétiques, il y a plus de 8000 maladies génétiques. Ça touche plus de 3 millions de personnes en France. La majorité sont des enfants, à plus de 70%. Le parcours des patients et des familles est un long parcours d'errance diagnostique. Et ce sont des maladies chroniques, souvent très invalidantes, avec du handicap visible et invisible, souvent qui génèrent la mort, le décès des patients plus rapidement que prévu. Donc c'est un parcours très difficile à la fois pour les patients, mais pour la fratrie et pour les familles en général. Donc c'est vrai que nos programmes de recherche ont un fort impact sociétal et également sur la recherche médicale. Voilà. Merci Nathalie, bonjour à tous. D'accord, moi je suis Aline de Salinel, je suis le volet enseignement supérieur de la présentation de l'atelier. Je suis directrice des partenariats entreprises à l'ESSEC. Depuis 4 ans auparavant, j'étais directrice générale de la fondation à l'université Paris-Dauphine et puis j'ai dirigé aussi la fondation de l'université de technologie de Troyes. Donc j'ai un parcours à la fois école d'ingénieur, université business et puis maintenant business school. À l'ESSEC, mon métier c'est de m'occuper de la gamme entre guillemets de partenariats entreprises, du plus luxueux, entre guillemets, qui est le partenariat Chaire, dont on va vous parler spécialement aujourd'hui, jusqu'au partenariat qu'on appelle campus, bourse ou autre. Bref, d'être la porte d'entrée de n'importe quelle entreprise qui souhaite nouer un partenariat avec l'ESSEC. L'ESSEC, c'est à Cergy-Pontoise, à Singapour, à Rabat et puis aussi à La Défense. Ça fait 7000 étudiants. Corps professoral de 400 professeurs environ, et puis ça existe depuis un peu plus d'un siècle, depuis 1907. C'est à l'origine la business school de l'Institut catholique de Paris, auquel on est encore très lié. Voilà. Avant de commencer à vous introduire le sommaire, on avait envie de faire un petit tour de table, parce qu'on n'est pas très très nombreux, peut-être pour se dire chacun à minima si on vient plutôt du secteur de la santé ou de l'enseignement supérieur, et puis se présenter pour favoriser après les échanges après l'atelier. Voilà. Et si vous avez des attentes ou des questions en particulier, n'hésitez pas à le dire dès maintenant. Comme ça, on pourra orienter notre discours un petit peu au niveau de la présentation. Bonjour à tous. Donc, Amandine Carrière à la Fondation Catalyse de l'Université Paul Sabatier, université scientifique. Je suis en charge des partenariats. Il y a des chaires qui se font dans les laboratoires, mais on n'est pas du tout associés. Il y a une volonté de les lier à la Fondation. Bonjour, moi je suis Lucie Pacifique, je suis directrice de la Fondation de La Rochelle Université. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps aussi. Je viens plutôt du monde associatif, donc je découvre le monde de l'enseignement supérieur. Il y a des volontés de chaire aussi. Moi j'aurais plus des questions aussi de comment ça s'articule avec les autres potentiels financements qui peuvent arriver avec les chercheurs et tout ça, et comment ça se contractualise. Bonjour à tout le monde, Yasmina Menaille, ESSEC Business School. Je suis en charge de la communication et du développement à destination des entreprises partenaires. Cédric Carvetta, responsable du fundraising à la fondation de l'Université de Lille. Et on va lancer on va lancer des chaires. Donc voilà. Bonjour à tous, Amber Mas, donc je suis chargé de développement à l'ENS Paris-Saclay. Et aujourd'hui, donc, je souhaitais connaître comment se crée une chaire dans le but de prospecter un grand donateur.
Bonjour à tous, Gaëtan Chambon, fundraiser grand compte à la Fondation Jean-Marie Laine, Université de Strasbourg. Nous, on a déjà quelques shares, mais pas spécialement dans le domaine de la santé, donc c'était toujours intéressant à ce niveau. Bonjour, Christelle Berriot, directrice générale de CY Fondation et présidente du réseau des fondations des universités. Voilà, on a chacun nos modèles de chaires et voilà, c'est toujours intéressant d'écouter la façon dont vous créez vos chaires, même si j'ai déjà eu l'occasion d'écouter Aline sur ce sujet. Bonjour, Tariq El Ferri. Je suis directeur de la fondation Ibn Rushd, qui est rattachée à l'université Mohamed VI Polytechnique, donc au Maroc. Et en fait, je suis très intéressé par ce sujet pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une chaire, quel est le lien entre une fondation et les départements justement de recherche, comment ça s'articule, et bien entendu tout ça avec l'approche transverse de fundraising. Voilà. Donc merci. Bonjour, Claire Bécard, je suis chargée de relations à l'ECAM à Rennes, donc une école d'ingénieurs. Relations entreprises, pardon. Bonjour, Lorraine Herbelin, moi je suis consultante pour l'agence de fundraising Opening, donc spécialisée grands donateurs, mécénat d'entreprise. J'ai travaillé 3 ans pour la fondation SCP avant aussi, donc c'est un secteur que je connais bien. Donc voilà, pour savoir un petit peu plus précisément comment vous travaillez vos chaires. Bonjour, Clémentine de Guibert, Fondation Sorbonne Université. Moi, je suis directrice du développement. Je suis relativement récente dans le monde de l'ESR. Je viens plutôt du mécénat culturel, donc j'ai pas mal de choses à découvrir. Nous, on opère 2 chaires qui sont un peu en fin de vie. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas recréé. Il y a pas mal d'idées qui sont en train d'émerger, donc je viens surtout puiser de l'info. Voilà. Bonjour, moi je suis Sophie Lemaire, la directrice du développement de la fondation de l'APHP, donc je suis plutôt intéressée par le volet santé. Et à la fondation, nos mécènes soutiennent déjà 2 chaires de plutôt recherche et innovation. Et intéressée pour... je rejoins toutes les attentes des participants. Bonjour, Delphine Vaquès, directrice des relations entreprises, en charge de la partie innovation et recherche. Nous, pareil, on a des chaires un peu en fin de vie, donc on souhaite... relancer les chaires dans les laboratoires. Quelle institution, pardon ? NCCAN. Bonjour, Emmanuel Dansou-Morel, responsable des partenariats à l'École de l'air et de l'espace. Nous avons également une chaire qui est en fin de vie. On souhaite en monter une nouvelle. L'idée, c'est que l'établissement est passé au PSCP et on se pose la question de savoir si on positionne la chaire au sein d'une fondation ou si on la laisse au niveau de l'établissement. Bonjour, Catherine Barrier, je suis directrice de la fondation de l'Université Paris-Saclay. Nous avons 9 chaires académiques, 1 chaire innovation et 4 chaires innovation en cours de montage. Et nous, notre sujet, c'est souvent d'avoir une définition de ce qu'est une chaire, puisque finalement, il y a à peu près autant de définitions que d'établissements, de porteurs et de sujets. Voilà, donc je viens essayer d'affiner cette définition aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et bonne fête de la femme à toutes les femmes et à tous les hommes qui les accompagnent. Je suis Lucie Constant, je suis la directrice du fundraising et la déléguée générale de la fondation OM Lyon Business School. Nous, on a en effet quelques chaires plutôt portées par la direction des partenariats entreprises et on voudrait en développer aussi côté fondation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alain de Billy, je suis le directeur du développement et de la levée de fonds à l'Alliance française de Paris. Et je n'ai aucune idée de ce qu'est une chaire. Voilà. Bon, bah super, merci beaucoup pour vos questions et pour vos présentations. Alors, on va peut-être vous faire travailler un peu. Pour le début, déjà, on va vous présenter ce sommaire. On a préparé un petit sondage qu'on dévoilera. On dévoilera les réponses à la fin de cette session. On fera 2 parties, c'est assez classique. Comment monter une chaire ? Avec nos expériences, effectivement, les définitions au niveau de l'Institut Imagine et puis de l'ESSEC avec Aline. On va décrire les étapes clés, pourquoi monter une chaire, et on va décrire effectivement les apports pour chacune des parties prenantes et des montages. Et en conclusion, on va effectivement interagir, répondre à vos questions après cette session, partager les réponses du sondage et échanger et voir si effectivement on a répondu à toutes vos questions. Donc vous pouvez accéder directement au sondage en flashant ce QR code, si vous le voulez bien.
En espérant que vous ayez de la connexion. Hop, je me retire. Et si c'est OK pour tout le monde, on peut balayer les questions en même temps que vous y répondez. Tout le monde a flashé. Super. Vas-y, vas-y. OK. Alors, donc, normalement, vous êtes sur la page des questions. Sauf si ça mouline. Ah, au QR code. OK. On a essayé d'être un peu tech et digital. Est-ce que ça marche pour quelqu'un ou pas? Oui, ah, quand même, OK. Super. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas à accéder, donc l'idée c'est d'avoir sur un petit échantillon que vous représentez, savoir si vous recherchez un budget cible avant de lancer une chaire. Si oui, quel est ce budget cible ou quel montant est significatif pour vous pour parler d'une chaire? À partir, donc ça c'est, vous pouvez répondre en même temps. Hein. À partir de quel montant parlons-nous d'une chaire? Alors là aussi, c'est intéressant de voir à partir de quel montant, si c'est en dessous de 500 000, si c'est au-delà de 1,5 million. Donc on vous laisse répondre. Avez-vous un ticket minimum de partenariat pour une entreprise? Donc oui ou non. Quel est ce montant minimum par partenaire? Là aussi, vous avez des questions à choix multiples. Selon votre expérience, quelle durée d'engagement? Donc, le nombre en années. Les fonds hors frais de gestion sont-ils dédiés à 100% au projet? Là, oui, non. Combien de frais de gestion appliquez-vous dans ce qu'on appelle les overheads en pourcentage? Donc, 1 à 5% ou au-delà de 20% les réponses alternatives. Et ensuite, pour vous, quel mot définit le mieux une chaire? En sachant que vous aurez à la fin de la session les résultats de l'année précédente et puis vos résultats à vous. Donc voilà, ça peut vous donner un petit benchmark. Oui, c'est toi. OK, c'est bon pour tout le monde. Oui, vous avez tous réussi à répondre, c'est génial. Alors, on avait envie avec Nathalie, effectivement, de commencer à débroussailler et expliquer ce qu'était une chaire dans chacun de nos domaines qui sont effectivement différents. Et puis, comme vous le disiez, madame, même au sein de l'enseignement supérieur, la définition des chaires peut être extrêmement différente en fonction des écoles et des institutions. Alors, cependant, j'ai l'impression, en tout cas de ma fenêtre de 3 écoles / universités différentes, il y a quand même des fondamentaux qu'on retrouve un petit peu dans chaque type d'école, grosso modo. Alors, la première chose que j'avais envie de vous partager, c'était, alors ça peut tomber sous le sens, hein, mais en tout cas, je crois que c'est quelque chose qu'un fundraiser doit toujours avoir en tête, c'est qu'une stratégie de développement de chaire doit toujours être au service de la stratégie de l'école ou de l'institution pour laquelle les chaires travaillent. Donc, toujours se dire, OK, même si un professeur arrive avec le projet qui a l'air le mieux sur la Terre, tant en termes de recherche académique ou de nouvel enseignement, etc., le rattacher à l'objectif de son président, de sa direction générale, de son COMEX, et bien vérifier l'alignement, la cohérence avec la stratégie de son école. Alors, on avait dit à chaque fois qu'on faisait un petit exemple appliqué sur l'institution dans laquelle on travaillait
en ce moment. Donc à l'ESSEC, nous on a développé depuis 1 an et demi une stratégie qu'on appelle RISE qui s'appuie sur 3 piliers. 3 piliers qui sont d'abord un pilier autour de la transition écologique, environnementale et sociétale, autour de l'intelligence artificielle au service du business et de la société et autour de l'entrepreneuriat. Donc en gros, c'est la grille à travers laquelle la direction des partenariats entreprises, je parle avec Yasmina, analyse chaque nouveau projet qui peut nous être confié et puis également définit un peu ses priorités. À l'ESSEC, on a 25 chaires. Donc vous imaginez que sur les 25 chaires, à chaque fois, on se dit au fond, où est-ce qu'on va mettre le plus notre énergie, etc. Clairement, à chaque fois, c'est retour aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'est la stratégie de l'ESSEC? Et donc du coup, où est-ce qu'on met, nous, notre effort de fundraising, de fidélisation, de recherche de partenaires? Voilà. Une fois qu'on a dit ça, en termes de... qu'est-ce qui existe comme grand type de chaires dans l'enseignement supérieur? Donc, grosso modo, on a ce qu'on appelle les chaires d'enseignement, dans laquelle, pour parler de manière un peu triviale, il y a des étudiants à l'intérieur. Donc, ce qui fait que dans les chaires d'enseignement, on a tout l'aspect recrutement, marque employeur, accès à l'innovation étudiante, etc. Et puis, on a les chaires de pure recherche, entre guillemets. Donc, dedans, pareil, de manière un peu triviale, on n'a pas d'étudiants. On a potentiellement des doctorants qui sont des étudiants, mais on n'a pas d'étudiants qui vont aller chercher des stages, des apprentissages ou des premiers jobs sur le marché du travail. Donc pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale, entre guillemets, des chaires. C'est est-ce qu'on a des chaires d'enseignement ou des chaires de recherche? Alors bien sûr, à adapter. De ma petite fenêtre, j'ai l'impression que les écoles d'ingénieurs sont quand même plus reconnues sur le thème des chaires de recherche, qui sont grosso modo des laboratoires qui travaillent sur des thématiques en partenariat avec des grandes entreprises, et que probablement les universités de business ou les écoles de business sont naturellement plus tournées vers des chaires d'enseignement, parce que beaucoup d'entreprises viennent chercher des talents, évidemment, dans des business schools ou dans des universités. Voilà, ça c'est un peu mon avis, et il peut être très facilement challengé par toutes vos expériences. Avant de passer la parole à Nathalie, je me dépêche. Donc une chaire d'enseignement, qu'est-ce que c'est? À chaque fois, grosso modo, ça va être une chaire qui va créer des contenus académiques. Donc soit qui va travailler en étroite collaboration avec un master qui existe déjà. Alors, je vais prendre une chaire sectorielle qu'on a typiquement à l'ESSEC qui s'appelle Innovation et Santé, donc qui va chercher à former des managers dans le domaine de la santé pour des grandes entreprises, pour des institutions, pour potentiellement des établissements publics. Donc, clairement, la chaire va créer des contenus académiques afin de former le mieux possible les étudiants pour leur parcours futur et pour faire intervenir les entreprises partenaires dans les contenus académiques. C'est de la co-construction. Du coup, on a un groupe d'étudiants identifiés, 20, 40, 60 max en général pour une chaire, ce qui fait que les entreprises vont se dire, OK, je peux parler à un petit pool de 60 étudiants qui vont être typiquement mes étudiants experts que je vais essayer de recruter en stage, en apprentissage ou encore en premier emploi. Et puis, dernier point fort d'une chaire d'enseignement, c'est le côté innovation. Avec les étudiants, les entreprises partenaires ou institutions partenaires sont très friandes de donner ce qu'on appelle des business cases ou des field projects, vous pouvez les appeler comme vous voulez, bref, des cas à des équipes d'étudiants. Alors, qui ne remplacent évidemment jamais et en aucun cas des cabinets de conseil, mais qui font travailler les managers sur des problématiques un peu opérationnelles, qui permettent aux managers de sortir de leur bureau, entre guillemets, d'aller un peu challenger les nouvelles générations. Et en général, ça, c'est quelque chose qui est très apprécié dans une chaire dite d'enseignement. Voilà. Et puis, pour terminer, enseignement ne dit pas aucune recherche, mais dit plutôt enseignement et recherche appliquée. Toutes les chaires d'enseignement peuvent développer des livres blancs, des case studies, ce genre de choses. Donc, on n'appelle pas recherche fondamentale et qui peuvent après servir à être une sorte de think tank pour communiquer sur ces sujets. Voilà. Et je te passe la parole. Oui, merci. Du coup, nous, l'Institut Imagine, effectivement, c'est des chaires de recherche médicale. On s'est effectivement posé la question. Nous, on a 4 chaires aujourd'hui en cours d'exécution et 2 en construction.
Je vous donnerai les caractéristiques après. L'idée, c'est qu'elles ont tous un point central, c'est de répondre à un enjeu de santé publique. Par exemple, une de nos chaires, c'est sur les épilepsies génétiques. Les épilepsies génétiques, c'est la maladie neurologique qui est la plus fréquente en Europe, où on a effectivement une chaire sur les malformations crânio-faciales et cardiaques. Ça touche plus de 3,2% des naissances en France. Donc, à chaque fois, c'est sur des projets qui effectivement répondent à un enjeu prioritaire. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir, en tout cas en termes de caractéristiques communes. L'idée, c'est qu'on a créé effectivement des piliers fondateurs communs à toutes nos chaires, donc qui sont au nombre de 4. Le premier, c'est qu'effectivement, on est sur de la recherche fondamentale. Alors, en génétique, c'est effectivement, ça passe par le diagnostic et la compréhension de la maladie. Ensuite, le second pilier, c'est du soin et des traitements. C'est améliorer la prise en charge, effectivement, des patients et des familles. C'est trouver un traitement et à la fin, effectivement, multiplier les essais cliniques et pourquoi pas, effectivement, des médicaments. Le troisième pilier, c'est de l'enseignement. Donc, c'est de former la jeune génération de médecins et de chercheurs, soit carrément via des modules d'enseignement qui les forment à des nouveaux enjeux sur des nouvelles pathologies, ou soit des MOOC, ou la formation à et par la recherche, c'est-à-dire des thésards, des doctorants et des post-doctorants qui sont formés en étant dans le laboratoire et en travaillant sur ce programme de recherche. Et le quatrième pilier, qui est très important aussi, c'est la diffusion, l'accès à et pour tous. L'idée, c'est de diffuser, sensibiliser, informer, changer le regard du public sur le handicap et parler des maladies génétiques à tous. Donc, c'est à la fois le grand public, c'est à les associations de patients également, c'est de partager les progrès de la recherche. Voilà, ça c'est nos 4 piliers. Les caractéristiques de nos chaires, c'est souvent effectivement sur des montants très importants. Donc on parle de chaires au-delà de 1,5 million d'euros. Parce que effectivement, c'est pour faire bouger les lignes, on a besoin d'argent. La recherche médicale coûte cher, c'est des recrutements stratégiques, c'est de l'acquisition de matériel de pointe. On est sur des maturités de 3 à 5 ans, avec un objectif de renouvellement, parce que le temps de la recherche aussi, c'est du temps long. On est sur des projets de recherche collaboratifs et translationnels. Donc, c'est plusieurs laboratoires qui vont travailler ensemble. C'est translationnel, c'est qu'on va effectivement créer, par exemple, des startups pour avoir accès aux médicaments et à des voies thérapeutiques. Ce sont des projets innovants et souvent très pionniers. Et à fort impact sociétal, donc ce que je vous disais, c'est-à-dire avec un fort impact pour les patients, les familles, les associations de patients. C'est toujours eux qui sont au centre de notre programme de recherche. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est de fort effet de levier. C'est-à-dire que quand on investit sur une chaire à plus d'1,5 million, on va faire effectivement bouger les lignes, mais aussi on va attirer de nouveaux financeurs, de nouveaux mécènes privés, ou alors pouvoir candidater à des projets européens ou internationaux. Et ça nous permet de changer d'échelle, et ça c'est très important pour vraiment changer les perspectives et transformer la vie des familles. Alors, sur les étapes clés des chaires, je pense que c'est à peu près aussi équivalent dans toutes les chaires. On a, je dirais, une phase silencieuse qui peut prendre plus ou moins de temps, mais l'idée, c'est de construire le projet, à la fois scientifique ou autre, et également un projet budgétaire qui tienne la route. C'est d'identifier un mécène. Alors là aussi, il n'y a pas trop de cas d'école. Ça peut être effectivement, on a identifié le mécène avant d'avoir construit le projet, ou on l'a identifié a posteriori. Ça, je dirais que c'est un peu au cas par cas. Et l'idée, c'est qu'on va déposer un dossier. Quand la réponse est favorable, on va partir sur un partenariat. Donc, en tout cas, de 3 à 5 ans pour l'Institut Imagine. L'idée, c'est toujours de contractualiser ça par une convention de mécénat.
Et ensuite de définir un plan de communication. Donc ça, c'est aussi très important pour faire connaître et faire savoir qu'il y a des gros projets scientifiques, et c'est aussi comme ça qu'on fait bouger les lignes, c'est en parlant. Donc on passe souvent par un communiqué de presse, et il y a un plan de communication qui est décidé avec le mécène, c'est-à-dire relais sur les réseaux sociaux, on contacte la presse, et c'est diffusé au sein de la communauté grand public, mais aussi spécialisée. On va mettre en place de la gouvernance, donc il y a un comité de pilotage, il y a un comité scientifique, un comité également d'évaluation. On a des obligations contractuellement envers notre mécène, c'est-à-dire d'établir des rapports scientifiques et financiers, c'est souvent très annuel. Voilà. Et on va essayer de le valoriser tout au long du partenariat. Alors ça passe par des rencontres privilégiées avec les chercheurs, des séminaires, des conférences, si c'est une entreprise, mobiliser leurs collaborateurs autour d'un projet commun. Et en fin, normalement, de projet et tout au cours du projet, on a une évaluation du projet de recherche. Là également, très souvent, on aime bien prévoir un cabinet externe qui fasse l'évaluation de ce projet. Si ce n'est pas le cas, on a effectivement des critères intrinsèques, c'est-à-dire le nombre de publications, le nombre de gènes découverts, quel type de découvertes sont faites, ou même qualitativement, si on a un objectif de diffusion dans les écoles, c'est combien de visites on a pu faire, quel type de séminaire, combien de personnes ont été touchées par ce projet. Et ensuite, l'objectif étant renouveler ce partenariat pour une autre chaire et dans la continuité, dans la pérennité de ce projet. Alors effectivement, la ligne de développement d'une chaire est relativement similaire dans tous les établissements. Peut-être pour compléter ce que tu disais, Nathalie, moi, ce qui me paraît très important donc dans la phase que tu as appelée silencieuse, ce qu'on peut appeler l'alignement interne. Alors pour moi, il est de deux ordres. Déjà, l'alignement interne par rapport aux autres projets qui peuvent être plus ou moins sur la même thématique. À l'ESSEC, on a 25 chaires, donc je vous laisse imaginer, il y a beaucoup de chaires qui se recoupent un petit peu. Donc première chose, identifier vraiment l'originalité d'un nouveau projet par rapport aux autres, et bien le communiquer, c'est-à-dire avoir tous les arguments pour le professeur qui est titulaire de telle chaire sur la transition, qui va être un peu similaire à la chaire économie circulaire, qui va être encore un peu similaire à la chaire éco-mobilité, et qui va aussi se recouper avec la chaire immobilier et développement durable. Voilà, j'ai pris des vrais exemples. Et montrer à chaque fois comment ces chaires peuvent bien sûr travailler en synergie, mais aussi ont chacune leur raison d'être, parce qu'elles sont chacune sur l'immobilier particulièrement, sur la transition plutôt écologique de manière large, donc un peu ingénieur, ou encore sur l'écomobilité. Donc l'alignement interne pour pour favoriser tout ce qui est vraiment partage d'expérience entre le corps professoral, extrêmement important, et bien identifier les points différenciants de chacune des chaires, soit qu'on cherche à fidéliser, soit qu'on cherche à créer. Et puis, donc ça, c'est plutôt sur l'alignement intellectuel, académique, entre différentes équipes de différentes chaires, qui peuvent aussi travailler ensemble dans des labos ou dans des départements. Donc, à nous, fundraisers, de trouver les lieux communs où les personnes vont pouvoir se voir aussi. Alors, parfois, on a l'impression que c'est de la perte de temps. On se dit, oh là là, on perd des années à prendre des cafés avec un tel et un tel pour les convaincre qu'en fait, si, c'est pas tout la même chose. Mais en réalité, si on fait pas ça, après, on a toutes les chances d'exploser en vol quand on va aller voir des potentiels partenaires externes. Donc voilà, si c'est vraiment un retour d'expérience que j'avais envie de vous partager, c'était celui-ci. Autre alignement interne avec l'objectif poursuivi, c'est vraiment se mettre d'accord avec le ou les professeurs futurs porteurs de la chaire ou en cours de renouvellement sur les montants qu'on va chercher. Tu communiquais les montants des chaires à Imagine. Nous, une chaire minimum à l'ESSEC, c'est 300 000 € par an sur plusieurs années. On target en général 4 ans pour la durée type. Alors 300 000, c'est le montant minimal pour qu'on puisse fonctionner. Après, on a des chaires qui sont à plus d'1 million d'euros. Voilà. Mais en tout cas, l'ESSEC prend la décision de lancer une chaire à 300 000.
300 000, ça veut dire soit on a un mécène à 300, soit on en a 5 à des plus petits montants, etc. Alors, voilà, après on pourra discuter pendant les questions des avantages et des inconvénients du nombre de mécènes par chaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le définir en amont avec les professeurs pour surtout savoir exactement ce qu'on peut négocier avec une entreprise à qui on va proposer un ticket à 100 qui va nous dire en fait je peux pas aller au-dessus de 60, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout ça, c'est pas mal de les avoir déminés lors de la phase alignement interne, objectif poursuivi, en lien à la fois avec les profs qui vont vouloir monter la chaire et puis sa direction générale. Mais ça, a priori, c'est dans les grilles. Voilà. Et puis, enfin, dernier retour d'expérience sur le mécène, avant même de définir les objectifs communs, où on va le chercher. Donc là, je crois qu'il y avait pas mal d'écoles dans la salle. Bien sûr, le réseau d'anciens, c'est le creuset numéro 1, où on va chercher les entreprises mécènes. C'est pas un secret du tout. Sur les 80 entreprises mécènes de chaire environ à l'ESSEC, alors j'ai jamais fait la stat, mais vous devez avoir 95% facile des donneurs d'ordre de ces 80 entreprises qui sont des alumni de l'ESSEC. Et c'est logique. Voilà. Et chaque école, à Dauphine, c'était pareil. À l'UTT, c'était un petit peu plus compliqué parce que l'école étant moins bien cotée, il y avait moins de dirigeants au niveau COMEX, de grands groupes ou autres. Mais en tout cas, c'est toujours la même chose. Allez d'abord chercher les gens avec l'affect et puis ensuite rationaliser l'affect, bien sûr. En tout cas c'est l'expérience de l'ESSEC. Et puis après, comme il va falloir rationaliser l'affect, il est extrêmement important de se mettre d'accord sur les objectifs communs parce que le décideur va impliquer après son directeur de l'innovation, son DRH, des directeurs de business unit. Et donc bien se dire, OK, à quoi sert la chaire? À recruter, à trouver de l'innovation. Enfin voilà, trouver ces KPI propres pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, notamment au moment du renouvellement. Donc voilà sur les étapes. Alors, finalement, on voit bien qu'il y a différents types de comment, et ça rejoint effectivement cette citation. Peu importe le comment, tant qu'il y a un pourquoi, en fait. Et donc, le pourquoi est effectivement très, très important. Donc, on va passer sur les pourquoi à la fois sur l'Institut Imagine et à l'ESSEC. Alors, pour l'Institut Imagine, je dirais qu'il y a beaucoup de parties prenantes dans ce montage. Elles ont toutes en fait un alignement des intérêts. L'idée, c'est d'accélérer les recherches scientifiques, les avancées sociétales pour les enfants et les familles. Donc, je vais reprendre en fait les impacts pour chacun des bénéficiaires. En premier, c'est effectivement les malades, les patients, les familles, la fratrie. L'idée, c'est de les informer, de partager avec eux les progrès de la recherche, d'améliorer leur prise en charge, de faire qu'elles vivent mieux aussi avec la maladie, parce que ça prend du temps, effectivement, d'avoir accès à des traitements, de multiplier à la fin les essais cliniques et de trouver un traitement. Pour les chercheurs et les médecins, on va apporter des connaissances scientifiques à la fois sur ces maladies rares, sur des maladies génétiques, mais également des connaissances fondamentales sur des maladies plus fréquentes. Parce qu'elles ont parfois des mécanismes qui sont extrêmement liés au fonctionnement de la maladie rare qu'on va pouvoir observer. C'est le cas de certains cancers, c'est le cas de Alzheimer ou Parkinson. Donc tout ça, effectivement, quand on fait une chaire sur un sujet spécifique, ça va rayonner sur aussi le monde scientifique. Et l'idée, c'est de le partager, ces connaissances, avec toute la communauté pour que ça bénéficie à tous. Et l'idée, c'est de mieux soigner dès aujourd'hui. Et effectivement, on voit que ça prend du temps, mais on va essayer d'appliquer ces connaissances le plus rapidement possible. Alors ensuite, c'est pour les étudiants et la relève scientifique de chercheurs. L'idée, c'est de les former à de nouveaux enjeux et à de nouvelles problématiques. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va construire la médecine de demain. Et effectivement faire en sorte qu'il soit le plus aguerri à des nouveaux enjeux et que ça rayonne également de manière internationale. Ensuite, pour le grand public et le jeune public,
Ça passe par de la sensibilisation, l'information. On peut effectivement aller dans des écoles, avoir des partenariats avec des collèges, des lycées. Dans le cas de la chaire, par exemple, des malformations crânio-faciales et cardiaques, il y a une grosse stigmatisation, un handicap visible très important. L'idée, c'est d'aller effectivement dans les écoles, de favoriser l'inclusion, de changer le regard sur le handicap. Et ça, c'est très important dès aujourd'hui. Pour l'Institut de recherche, c'est souvent des projets très structurants, puisqu'on va en fait avoir des recrutements stratégiques, faire de l'acquisition de matériel de pointe qui va bénéficier à tous. Donc pas simplement pour cette chaire, mais qui va être en fait des plateformes mutualisées. On a 24 laboratoires à l'Institut Imagine qui travaillent sur toutes les disciplines. Donc en fait, ça va profiter à tous. Et pour le mécène, généralement, c'est de contribuer à un projet à fort impact sociétal, de faire avancer la recherche, et puis également de mobiliser des collaborateurs autour d'un projet commun qui est très important, qui est autour de l'enfance. Ça touche effectivement tout le monde, et la recherche médicale également. Alors effectivement, le monde de l'enseignement supérieur, on ne touche pas à des sujets aussi cruciaux que les tiens. Voilà. Donc effectivement, nous, c'est un peu plus trivial, les objectifs. Oui, voilà. Donc toujours se rappeler, au-delà de coller à la stratégie de l'établissement, pourquoi effectivement on fait une chaire dans un établissement d'enseignement supérieur. Alors pour moi, il y a vraiment 3 grands types de raisons à la construction des chaires: attractivité, classement, qui sont un peu liés, et puis ressources financières. Alors, dans tous les établissements où j'ai été, les ressources financières liées au mécénat, au sponsoring, au partenariat liés aux chaires ne constituent pas évidemment la majeure partie des ressources des établissements, mais une partie significative, entre 10 et 15% selon les établissements. Et ce que j'ai l'habitude de dire aux mécènes, c'est qu'en fait, les ressources financières amenées par le mécénat, que ce soit le mécénat entreprise ou le mécénat des donateurs particuliers, dans le cas des fondations, je crois que certains d'entre vous dirigent aussi des fondations qui lèvent du mécénat particulier. Alors, dans le cadre des business schools, ça permet, toutes ces ressources privées permettent d'équilibrer un budget et, in fine, du coup, de caper d'une certaine manière les frais d'inscription. Je parle pour les business schools, les écoles d'ingénieurs ont des frais de scolarité autres, donc sont moins impactés. Mais en tout cas, très clairement, à l'ESSEC, l'objectif, c'est d'avoir les frais de scolarité les moins importants possibles, en sachant qu'ils sont déjà assez élevés. Et en fait, avec le contrôle de gestion, avec la direction budgétaire, l'objectif à chaque fois, c'est d'essayer de voir comment le montant total des fees peut être complété par des ressources externes, donc Executive Education, mécénat entreprise, partenariat, mécénat particulier, pour faire en sorte que, in fine, le coût de la scolarité reste accessible. Alors après, évidemment, on a des bourses, ce qui est un autre sujet, mais dans notre tête, c'est avoir un montant total de fees, j'insiste. Donc c'est un peu la raison d'être des ressources financières. C'est pas avoir des ressources financières pour avoir le plus beau campus de la Terre, etc., mais c'est garder des fees correctes, enfin des tuition fees, quoi. Ensuite, évidemment, au-delà de l'aspect financier, il y a tout l'aspect attractivité pour les étudiants. Donc, comme toutes les business schools, l'ESSEC est en compétition avec d'autres business schools Europe ou monde. Donc, pour nous, avoir une chaire typiquement sur le luxe financée par LVMH ou sur la beauté financée par Estée Lauder, ça nous permet de capter des étudiants qui seraient peut-être allés dans d'autres business schools en Europe, mais qui viennent à l'ESSEC parce que il y a la chaire luxe LVMH, ou il y a la chaire beauté Estée Lauder, ou il y a la chaire data Accenture. Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Donc clairement, pour nous, c'est un sujet pour attirer des étudiants à l'ESSEC et pas dans d'autres business schools à niveau comparable. Et puis, last but not least, l'histoire des classements. Ça, vous le savez tous. J'imagine que vous êtes tous impliqués dans les classements dans vos écoles respectives. À chaque fois, les relations avec les entreprises, le nombre de chaires, la relation avec l'industrie, etc. Ça compte énormément dans tous les classements et vous connaissez le rôle des classements dans nos métiers.
Donc ça, c'est pour l'établissement en lui-même. Étudiants et professeurs, je vérifie la montre. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Les chaires thématiques à l'ESSEC, en tout cas, je crois, permettent aux étudiants de trouver leur voie d'une manière un peu augmentée par rapport à un cursus classique. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous le disais, on a des chaires à la fois sectorielles et thématiques sur lesquelles les étudiants postulent et peuvent passer en gros une année académique. C'est comme une espèce de coloration de votre diplôme. Un étudiant passionné par le luxe va pouvoir postuler à la chaire LVMH s'il est pris, il rentre dedans. Et c'est là où il peut se rendre compte, soit qu'en fait le luxe n'est pas du tout fait pour lui, parce qu'il aura travaillé sur un projet avec une des maisons du groupe LVMH, ou etc. Et donc finalement, quelque part, ça leur a aidé à trouver sa voie. Voilà. Ou alors il peut se dire, en fait, c'est génial, c'est exactement le monde dans lequel j'ai envie de travailler. Et grâce à son passage dans la chaire, il aura rencontré les bonnes personnes qui va faire le bon stage et qui va directement trouver un premier emploi qui va correspondre à ses aspirations et à ses attentes. Et ça, du coup, moi personnellement, c'est une des choses qui me fait lever le matin, c'est de me dire qu'en fait, grâce à ces partenariats entreprises sur des secteurs, sur des thèmes, on aide des étudiants à mieux cerner ce qu'ils veulent faire, au-delà du rêve qu'ils ont tous en entrant à l'ESSEC ou dans une formation supérieure, à se confronter dans des entreprises et sur des vrais projets, à ce qu'ils ont vraiment envie de faire de leur vie. Les professeurs, de manière assez classique, bien sûr, ça leur permet de trouver des terrains de recherche et de toujours mieux construire leurs cours. L'intérêt pour une entreprise partenaire, on pourra y revenir si vous voulez. Pour moi, ça tourne autour de 3 grands piliers: l'accès à l'innovation étudiante ou académique, l'aspect RH, marque employeur, recrutement, etc. Et puis l'aspect... Je mets en valeur mes collaborateurs qui vont venir intervenir dans des cours, je les fais sortir de leur bureau, je les fais se confronter à une nouvelle génération, etc., qui est très valorisant pour une population. Et puis pour terminer, donc effectivement, le lien à l'intérêt général, je pense que c'est très très vertueux de manière générale d'arriver à co-construire nos formations dans les business schools, mais aussi ailleurs, entre entreprises, académiques et étudiants, pour au fond adapter les compétences au mieux des besoins de nos économies. Donc voilà pour les pourquoi de chair. Et on passe au sondage ou aux questions directement? On peut faire les deux. Alors, on va voir déjà si sur le sondage, on a réussi à récupérer les données. Alors, la première question, c'était: recherchez-vous un budget cible avant de lancer une chaire? C'est pas sur le... En fait, on ne peut pas partager l'écran, c'est ça? Ouais. C'est là. Génial. Super. Merci beaucoup, Sacha. Donc, vous avez répondu effectivement majoritairement oui. Recherchez-vous un budget cible à 70%. Vous avez répondu oui. À partir de quel montant parlez-vous d'une chaire? C'est plus effectivement en dessous de 500 000 pour 54%, entre 500 000 et 1 million pour 38,5% et très peu pour entre 1 et 1,5 et au-delà de 1,5 personnes. Enfin, en tout cas, l'Institut Imagine, en tout cas. Avez-vous un ticket minimum de partenariat pour une entreprise? Là, c'est assez partagé. Effectivement, 46 répondent oui et 54% répondent non. Montant minimum par partenaire. Alors, oui, alors c'est assez partagé. C'est 0 à 9 000 pour 33%, entre 80 000 et plus pour 33%, 10 et 30 000, 16%, enfin vous voyez les résultats, 50 à 80 000, c'est 17%. Donc ça, c'est assez partagé aussi. Quelle durée d'engagement? Donc majoritairement 3 ans. Un petit peu sur 1 an pour 7,7% et très peu en fait pour 5 ans.
Les fonds hors frais de gestion sont-ils dédiés à 100% au projet? Donc là, 70% répondent oui. Combien de frais de gestion overhead? Là, on est plutôt entre 11 et 20% pour 46% de l'audience. Et également, pour la même proportion, vous avez répondu entre 5 et 10%. Au-delà de 20%, il est très peu. Et entre 1 à 5%, personne. Alors, quel mot définit le mieux pour vous une chaire? Alors, le premier... Enfin, il y a plusieurs propositions. Je vais être obligée de dérouler, donc j'ai besoin de mon autre main. Ah oui, pardon. Oui, bien sûr. Alors, on a la tribune accordée à une personne physique ou morale. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des chères personnes physiques. Une niche, attractivité, échange, partage, privilège, recherche, programme de formation commandité par un partenaire. Alors ça, je voudrais bien y revenir pendant la séance de questions, parce que ça, c'est un sujet à ne pas mélanger avec du lucratif executive education, si ça intéresse la personne qui l'a mis là. Co-construction, grand projet, et voilà. Et est-ce qu'on passe sur les réponses de l'année dernière, ou peut-être on utilise les 5 minutes qui nous restent, les questions-réponses, hein. Ouais. Si ça vous intéresse, on vous enverra les retours de l'année dernière où on avait posé exactement les mêmes questions. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Je prends. Vous avez évoqué le fait qu'il n'y ait qu'un mécène sur vos chères. Est-ce que c'est systématiquement le cas, ou est-ce que vous avez aussi des chères avec plusieurs mécènes? Alors, peut-être que je vais répondre en premier. Il se trouve que les chères qu'on a construites pour l'instant ont un mécène, 2 parfois. Ce n'est pas une contrainte absolue. C'est vrai que très souvent, ils voient le projet dans leur globalité et ils y vont à fond. Parfois, c'est amorcé par un mécène et c'est repris. Par exemple, on a un projet... celui qui s'appelle Tête et Cœur sur les malformations crânio-faciales et cardiaques. Le Fonds AXA pour la recherche a amorcé ce projet et ça a été repris par le mécénat des mutuelles AXA. Ça reste dans le même groupe, mais c'est 2 entités différentes. Donc c'est souvent le cas. Généralement, ils sont effectivement tellement emballés par le projet qu'ils se disent qu'ils veulent transformer et faire bouger les lignes, qu'ils y vont sur ce programme en entier. Mais on a un autre projet, j'y réfléchis, qui est par exemple sur les multidis, et sur les troubles du neurodéveloppement. Là, c'est un collectif d'entrepreneurs, Amis d'Imagine. Et donc là, on a pour l'instant 7 mécènes qui sont collectivement autour de cette... Donc, ce n'est pas une contrainte, mais généralement, c'est vrai que ça se fait comme ça. Alors, concernant les business schools, donc sur 25 chères, on en a 4 qui sont monopartenaires, donc qui sont financés par une seule entreprise. J'ai pas d'avis tranché sur... Il y a des avantages et des inconvénients dans les pools d'entreprises et dans les chères monopartenaires. Alors évidemment, on n'est plus dépendant d'une seule entreprise en monopartenaire, ça tombe sous le sens. On est plus libre quelque part dans un écosystème. Après, la difficulté de l'écosystème, c'est de le construire avec les principes de non-concurrence, évidemment. Une chaire, c'est vraiment, je ne sais pas si le mot est apparu là, mais c'est vraiment du partage, une co-construction. Il faut que les gens s'entendent. En fait, il faut qu'il y ait une sorte de feeling entre les différents partenaires. Et ça peut être compliqué à construire dans un secteur donné. Mais en tout cas, pour nous, dans certains secteurs, on ne peut pas imaginer des chères monopartenaires parce qu'on a plutôt envie de construire des chères écosystèmes, typiquement sur la santé ou sur le food ou encore sur l'immobilier. C'est presque une demande de notre direction générale de ne pas avoir la chaire Vinci, par exemple, mais d'avoir une chaire un peu avec différents promoteurs et différents professionnels de l'immobilier. Idem pour la santé ou idem pour le food, par exemple. Et je fais le lien avec, je crois, une question qui était venue de ma droite sur la prospection donateur. Alors effectivement, on n'a parlé que d'entreprise. Moi, j'ai pas d'expérience personnelle sur des chères avec des donateurs personnes physiques. Je sais que ça se fait dans d'autres institutions. J'imagine que le lien personnel est beaucoup plus fort et que l'aspect retour rationnel, dont on a pas mal parlé, l'est aussi moins.
Voilà, mais je sais qu'à HEC, notamment, une chaire a été lancée sur le bien commun, financée par un grand donateur. Donc ce sont aussi des choses qui peuvent être complètement envisageables. On l'avait imaginé aussi à l'ESSEC, ça s'est pas fait pour plein de raisons. Voilà, mais mainstream, c'est plutôt effectivement les partenariats entreprises. Oui, nous, on a l'exemple effectivement de donateurs à titre privé qui s'engagent, soit parce qu'ils sont sensibilisés sur une maladie en particulier. L'idée, c'est qu'ils créent quand même leur fonds de dotation et soit sous fondation abritée aussi. Et qu'ils organisent en fait leur véhicule de mécénat et ils soutiennent effectivement soit par famille ou soit à titre privé un secteur et une thématique. J'ai une question concernant les doctorants et leur rémunération. Comment fonctionne le contrat de travail? Est-ce que c'est avec l'école, avec la fondation? Comment ça marche? Tu veux répondre Alors nous, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, on est différents types de partenaires. Il y a l'INSERM, il peut y avoir effectivement des contrats Imagine ou autres. Sur le type de rémunération, c'est très encadré en fait. Soit ils reçoivent soit des bourses, soit ils viennent de l'international et ils reçoivent des bourses également pour exercer au sein de l'Institut. Il y a des tarifications. On essaye d'ailleurs de trouver, par exemple, c'est sur notre feuille de route stratégique, de financer des doctorants et des post-doctorants. Et il y a des mécènes privés qui effectivement soutiennent. Oui, complètement. Oui, complètement. Ça va financer un poste de doctorant ou de post-doctorant. C'est compris dans le projet budgétaire. Soit c'est l'INSERM, soit ça va être pris contractuellement sur l'Institut Imagine. Généralement, c'est l'INSERM en fait. C'est des contrats de tiers sous la PHP. Oui, nous, ça doit être la même logique, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, l'idée, c'est que chaque chaire ne définit pas sa propre politique salariale. Donc, que ce soit doctorant, postdoc ou chercheur associé, ça répond, de toute façon, les grilles de rémunération des doctorants, c'est hyper encadré, mais postdoc et chercheur associé, il y a des grilles ESSEC. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, la personne qui est recrutée grâce à une chaire a son contrat par l'ESSEC, et en fait, alors par un jeu la chaire rembourse, entre guillemets, au niveau de la holding ESSEC, en fait. Mais donc, à chaque fois, c'est bien un contrat ESSEC et personnel recruté, quoi. Et puis, en revanche, on peut aider à trouver des chiffres en plus de ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Bonjour, rebonjour. Merci déjà pour la présentation, c'était très clair et instructif. Mais ça m'amène à poser... j'ai beaucoup de questions maintenant. Alors j'ai 3 questions, je ne sais pas s'il y aura le temps d'y répondre, mais déjà une question plus générale et 2 questions plus particulières par rapport à l'expérience de l'ESSEC. Donc la première question, c'est déjà pourquoi un ticket minimum pour une chaire et comment est-ce que vous le déterminez, ce ticket minimum? Parce que là, on est passé de 1,5 million à peut-être 300 000, etc. Qu'est-ce qui fait varier ce montant? Ensuite, les 2 questions spécifiques à l'ESSEC. Par rapport au financement des chaires, est-ce que c'est le département académique qui va chercher une entreprise partenaire qui est à même d'être intéressée, donc de financer, et ensuite ça passerait par la fondation de l'ESSEC pour des raisons fiscales, etc. Ou typiquement, c'est un rôle qui est attribué à la fondation de l'ESSEC? Et deuxième question, c'est sur les chaires sectorielles. Je voulais savoir à peu près, il y a combien d'étudiants par chaire? Et est-ce que ça se fait pendant donc le cursus académique? C'est pendant, par exemple, une année de césure ou c'est à la fin des études? Voilà. Merci beaucoup. Je peux peut-être commencer sur le montant. Alors nous, c'est vrai qu'on on fait d'autres types de projets en dessous de 1,5 million, hein, sauf que ça s'appelle des projets, des programmes. Donc en fait, on a défini une échelle. C'est un peu en termes de valorisation pour le mécène, de se dire que quand il accède à une chaire,
c'est un projet stratégiquement important et impactant. Après, en deçà, effectivement, c'est soit des projets ou des programmes. Il y a moins ces piliers dont je vous parlais au départ, qui sont ces piliers fondamentaux. La chaire, stratégiquement, elle a été construite comme une vision 360, c'est-à-dire effectivement l'aspect de diffusion, transmission, l'enseignement et cette complémentarité. Pour les projets et les programmes, sur des montants inférieurs, on ne va pas pouvoir faire tout ça en fait. Mais du coup, c'est aussi pour le mécène, se dire qu'il atteint à un statut de financement d'une chaire, c'était un point important pour nous. Alors, moi, j'ai pris des notes parce qu'il y avait 3 questions. Alors, je commence par le budget. Donc, effectivement, 300 000 €, c'est un peu juste. Grosso modo, une chaire à l'ESSEC, et puis d'ailleurs à Dauphine. Le montant financé servait à rémunérer l'équipe académique qui était sur le sujet, donc qui en général a des primes de direction de chaire. En général, on recrute aussi ce qu'on appelle un directeur exécutif, qui va être la personne chargée de bien gérer le partenariat, d'organiser la vie de la chaire, un peu la communication, etc. Et puis on a souvent une ou un assistant de chaire, parce qu'il y a évidemment du travail administratif. Donc pour rémunérer cette équipe, on a besoin d'un certain budget. Ensuite, on va avoir de la création de cours ad hoc sur la thématique. Et puis c'est une chaire, donc ça va être, il faut que ce soit attractif pour les étudiants, pour qu'ils aient envie de postuler. Donc on va faire des voyages d'études, des visites, etc. Donc tout ça va coûter un petit peu d'argent. Deuxième grand type de dépense. Troisième grand type de dépense, on a dit que chaque chaire, même d'enseignement, avait pour objectif de faire un peu de recherche appliquée, donc d'être un peu un think tank, etc. Donc qui dit ça dit event, dit petit-déj, dit manifestation, etc. Donc on a besoin d'argent pour assurer le rayonnement de la production de connaissances sur un certain contenu. De manière assez empirique, pour faire tout ça bien, on a besoin de 300-350 000 € par an, en incluant dans ces 300-350 000 € les frais de gestion, qui sont de 20% à l'ESSEC. Voilà, si j'avais répondu au sondage, j'aurais mis 20%. Et puis une partie qui est l'affectation à la stratégie globale de l'ESSEC, parce que chez nous, 100% ne va pas au projet. C'était une des questions du sondage. Donc voilà, donc, de manière assez empirique, nous c'est 300-350. Après, plus on a d'argent, plus on fait de choses. Donc c'est la raison pour laquelle on peut monter. 2, alors on n'a pas besoin de passer par la Fondation ESSEC. La Fondation ESSEC à l'ESSEC récolte les donations des alumni. Et l'ESSEC étant une association loi 1901 qui a à but non lucratif, en fait c'est la direction des partenariats entreprises du coup qui conventionne toutes les conventions de mécénat, sponsoring, etc. Donc ça passe par l'école en tant que telle. Et puis dernière question, le cursus, quand est-ce que les étudiants font des chaires, etc. Donc toutes nos chaires, ça dure une année académique, donc entre septembre et l'été, et sont éligibles à postuler à une chaire nos étudiants de 2e, 3e année de la grande école, de 3e, 4e année du BBA, et nos étudiants des masters spécialisés, donc qui sont à Bac+5. Voilà, donc en gros, chaque année, on a environ 1000 étudiants qui postulent pour rentrer dans une de nos, alors pas 25 chaires, puisque sur les 25 chaires, il y en a 5 de recherche, pour nos 20 chaires d'enseignement, grosso modo. Donc ça veut dire que c'est des programmes sélectifs, ce qui attire aussi les entreprises. Tous les étudiants ne sont pas pris quand ils postulent, il faut qu'ils démontrent une excellence académique, une appétence pour le sujet, etc. Voilà. Je crois que j'ai répondu aux 3 questions. Ok, en moyenne, il y en a 28, très précisément. Voilà. Et en fait, entre 20 et 60, selon les chaires. Voilà. Pardon, j'y vais. Pour les frais de gestion, mais du coup, vous avez en partie répondu. C'est quand ça passe par la fondation, du coup, c'est peut-être d'autres qui pourront y répondre. Est-ce que, moi je suis à l'université, est-ce que l'établissement prend aussi ou demande, capte des frais de gestion, ceux du mécénat qui est rentré pour financer de la recherche? Voilà, mais peut-être que du coup, personne n'aura eu l'exemple. C'est-à-dire, en fait... Si par exemple, moi, je suis une fondation, admettons, je vais collecter 300 000 € pour faire une chaire, donc un projet de recherche. Moi, je vais avoir des frais de gestion, de fonctionnement, on va dire ça comme ça, de la fondation. Est-ce que je dois m'entendre avec l'établissement? Est-ce que l'établissement va me demander aussi des frais de gestion sur cet argent?
Oui, alors j'avais le cas à Dauphine. Effectivement, c'est une négociation à avoir avec l'université. Si l'argent passe à un moment par la comptabilité, enfin s'il y a de l'ETP en gros à l'université qui va travailler soit de manière administrative ou soit aussi en communication, par exemple si le service com de l'université, ça peut paraître assez entendable que l'université collecte aussi un pourcentage. Après, il faut que en fait, il faut que le pourcentage global soit entendable. Donc peut-être, oui, arriver à trouver le juste milieu entre les frais de gestion de la fondation en tant que telle et de l'université, parce qu'il va y avoir une petite intervention du service com, de la compta, potentiellement du juridique et des RH pour les contrats des doctorants ou autres. À mon avis, ça fait partie de l'alignement interne qui est une bonne chose à avoir en amont des projets. Enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres expériences dans la salle. Peut-être on prend une dernière question, si ça vous va, comme il est 10h05, pour permettre à chacun de faire une pause café et puis d'aller à la prochaine session. Ah voilà, j'étais sûre que tu allais dire ça. Une question concernant la gouvernance. Quand des financeurs financent des montants différents, en fait, donc on peut avoir par exemple un financeur qui finance 2 fois ce qu'a financé un premier financeur. À ce moment-là, comment la gouvernance se fait, notamment, j'imagine qu'en matière de décision et de vote, on peut parfois avoir des problématiques à gérer. Est-ce que c'est géré en amont par le contrat de share, notamment sur les questions de décision? Oui, nous, effectivement, on a une politique en fonction du montant qui est apporté par le mécène, à la fois sur la valorisation, mais à la fois sur la gouvernance. On va définir des fonctions différentes. Alors, ça ne sera pas effectivement une influence sur le contrat, sur le projet de recherche en tant que tel, parce que c'est des projets scientifiques et effectivement, ils ne peuvent pas forcément avoir un avis scientifique sur la question. Mais en revanche, c'est des parties prenantes qui peuvent poser des questions, qui peuvent se dire par contre en termes de diffusion ou d'enseignement, de dire là où on met le curseur, et on va définir un poids différent en fonction du poids du mécène. Alors, je vois 2 sous-questions dans votre question. Alors, sur un projet en particulier, par exemple, une chaire. Alors, nous, on n'est pas rentré dans t'as plus de poids parce que tu payes plus. On est plutôt, si tout le monde paye la même chose, sinon on n'accepte pas la personne. Et si on accepte qu'une entreprise paye un peu moins, c'est parce que elle est de taille plus modeste ou parce qu'on a une bonne raison. Mais en revanche, elle aura autant de poids qu'un plus grand acteur. Donc typiquement, on a une chaire sur le sport à l'ESSEC. On a voulu faire rentrer des fédérations pour que ça fasse sens. Les fédérations payent moins que des grandes entreprises sponsors dans le sport, et c'est logique, et tout le monde est d'accord. Mais en revanche, autour de la table de qu'est-ce qu'on crée comme cours dans la chaire sport, etc., chacun a la même influence. Voilà. Mais la deuxième sous-question que je voyais dans votre question, c'est en revanche, on peut avoir des entreprises qui donnent plus à l'école parce qu'elles mettent 100 000 dans une chaire X et 100 000 dans une chaire Y. Et donc là, on invente un espèce de mécanisme pour faire en sorte qu'elles aient un poids accru, mais pas dans la chaire, mais au niveau de l'école en tant que telle, puisqu'elles sont un partenaire plus important de l'ESSEC, même si elles sont au même niveau de partenariat dans la chaire sport et dans la chaire économie urbaine, par exemple. Je pense à un acteur comme EDF, typiquement, qui peut avoir plusieurs. Et donc là, ça nécessite un petit effort d'imagination pour mettre en valeur le partenaire qui devient un grand partenaire au niveau de l'institution, mais qui reste un partenaire lambda, entre guillemets, au niveau des projets. J'espère que je suis claire, mais ok, super. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà.